plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. L'ex-ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, a été entendue par la justice sur l'achat des équipements militaires. Dans cette affaire, les accusés doivent justifier plus de 29 milliards de francs CFA. Face à la situation difficile des travailleurs, la section syndicale de la compagnie malienne de la navigation fluviale Comanav a saisi l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Selon le syndicat, les travailleurs sont à plusieurs mois sans salaire. À quelques jours de la rentrée des classes, le torchon brûle entre le collectif des syndicats des enseignants de l'IFM de Caille et le conseil régional de la localité. À la base, une question de réhabilitation de l'IFM de la région. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus dans cette édition sur la télé totalement vôtre. La série de concertation des institutions de la République par la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin ce jeudi 26 septembre 2024. Pour cette dernière journée, la commission a été reçue par le Conseil national de transition et le gouvernement. Des recommandations fortes ont été formulées pour renforcer le contenu de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Bakary M. Sidibé. Paix, sécurité, réconciliation nationale, vivre ensemble, cohésion sociale sont entre autres les grandes thématiques sur lesquelles la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale travaille depuis sa mise en place par le président de la transition. Pour une inclusivité du processus, il s'agissait pour la commission, à travers ses concertations, de recueillir les avis et propositions des institutions de la République pour renforcer le processus de rédaction de la Charte. Après avoir remis son document de contribution au président de la commission, le 4e vice-président du Conseil national de transition n'a pas manqué de dévoiler les préoccupations de l'organe législatif de la transition. En créant les conditions pour le règlement définitif des dossiers judiciaires en instance, notamment ceux relatifs à la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, et ceux concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. En prévoyant des mesures d'apaisement pour les repentis, c'est-à-dire ceux qui ont formellement reconnu leurs responsabilités dans les actes de terrorisme et se sont engagés à y renoncer définitivement en rejoignant la patrie. En interdisant et prohibant tout comportement de nature à favoriser tout sentiment d'exclusion pouvant entraver la construction nationale et porter ainsi atteinte au vivre ensemble. Dans la même journée, la commission a été reçue à la primature. Une rencontre qui a permis au ministre de la Justice, qui représentait le Premier ministre, de livrer l'orientation du gouvernement pour la nouvelle charte de la paix. Il serait bon enfin que la charte puisse être flexible, comme quelqu'un l'a proposé, en vue de prendre en compte d'autres conflits ou tensions que nous ne connaissons pas pour le moment ou dont les manifestations peuvent varier. Donc cela est important. Je voudrais vous donner l'assurance que le document que vous allez nous soumettre ne sera pas destiné au placard. La charte sera bien mise en œuvre par le gouvernement. Telle est en tout cas la vision du président de la transition, chef de l'État. Le président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, a promis de prendre en compte des inquiétudes des différentes institutions de la République. Il faut qu'on sorte de cette crise pour mettre les gens au travail, pour ramener la confiance, la paix. Ça ne va pas se décréter, ça se construit. Mais il y a une offre à faire, il y a un mouvement à faire vers l'autre. Il y a des décisions courageuses, dures, qu'il faut prendre, mais dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, en sachant que chaque citoyen d'abord
doit respecter la loi de son pays. La repentance et tout ça, ça peut venir. Mais il faut savoir que vous appartenez à un pays, vous avez fauté à un moment, vous revenez, vous posez la question, l'État comprend ça. Désormais, tout ce qu'on fait, on le fasse dans le respect de notre Constitution. Ça a été reproché au document président, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, on ne sait même pas de quelle nature c'est. Moi j'ai dit très souvent en tant que juriste, c'est un document supra-constitutionnel qu'on avait. Tout ce que l'État pose comme acte et action doit satisfaire les appréhensions et les attentes du peuple. Cet État va être légitime. C'est parler, c'est pardonner, c'est réconcilier et fixer les nouvelles bases pour une paix durable restent les objectifs recherchés par la Commission. Après la situation de l'achat de l'avion présidentiel, Mme Boiré Fili Sissoko a été entendue ce vendredi sur l'achat des équipements militaires. Bien qu'elle ait exprimé des doutes quant au protocole d'élaboration, l'ex-ministre de l'économie et des finances a confirmé avoir accepté de garantir le protocole en vue de son exécution. Sur un montant total de 100 milliards garantis par la Banque Atlantique, les équipements militaires ont coûté plus de 69 milliards de francs CFA. Le reste du montant garanti, soit 29 milliards de francs CFA, demeure injustifiable. C'est ce que nous dit notre reporter Louloma Dibaté, suivant le contenu. Erenani Bonigonko, Madame Boiré Fili Sissoko a jugé ka ɲininkali jaabi min kɛra siɲɛ fɔlɔ ye min bɛ tali kɛ finitigilakaw ka minɛn ninnu sanna ka walawala. Madame Boiré Fili Sissoko fɔlɔ la k'a da don baaraɲɔgɔnya mun donna ministère de la Défense et des anciens combattants. Nous allons sûrement revenir sur cet élément dans nos futures éditions. Les travailleurs de la Comanav crient leur détresse, en effet, toujours sur le front social. À travers une lettre en date du 20 septembre 2024, la section syndicale de la Compagnie malienne pour la navigation fluviale Comanav, affiliée au syndicat national des transports SNT, a saisi l'Union nationale des travailleurs UNTM, des travailleurs du Mali UNTM, de la crise que traverse la société de navigation du pays depuis l'attaque du bateau Tombouctou à Gourma-Raous le 7 septembre 2023. Elle dénonce la situation dans laquelle vivent les travailleurs de la compagnie malienne depuis plusieurs mois. Les détails avec Aminata Bacho Kone. La section syndicale de la compagnie malienne de navigation fluviale, soucieuse des conditions de vie de ses membres, a décidé d'informer l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, des difficultés que traverse la société d'État de navigation depuis l'arrêt de ses activités suite à l'attaque du bateau Tombouctou par des terroristes, précisément le 7 septembre 2023. Dans sa correspondance, le syndicat de la Comanaf attire l'attention sur la situation difficile que la compagnie traverse après l'attaque barbare contre le bateau Tombouctou le 7 septembre 2023. La lettre envoyée à l'INTM déplore que la situation s'est sérieusement détériorée. En effet, pour raison de manque de trésorerie, la Comanaf s'est trouvée dans l'incapacité d'assurer ses obligations sociales, notamment le paiement des salaires et des cotisations sociales. Malgré nos différentes démarches et celles de la direction régionale de la Comanaf, la situation demeure critique. Aujourd'hui, les travailleuses et les travailleurs sont sans salaire depuis des mois et privés des prestations de l'assurance maladie obligatoire à mot pour défaut de paiement de cotisations, peut-on lire de la lettre. Le syndicat demande aussi la reprise annoncée par les autorités lors du Conseil des ministres du 14 août 2024, car le démarrage de la campagne n'est toujours pas effectif. Cette situation a mis les travailleurs de la Comanaf dans une fissure. Pour résoudre leurs problèmes, la section syndicale invite le secrétaire général de l'INTM de plaider auprès des autorités compétentes pour la mise en disposition d'un appui financier afin d'assurer le fonctionnement, y compris les paiements des salaires. À noter que l'arrêt de la Comanaf impacte fortement les emplois directs et indirects et l'économie des régions du Nord en denrées alimentaires.
Actualité oblige, parlons à présent de la rentrée scolaire. Si certains groupes scolaires sont pris d'assaut par les victimes de l'inondation, on ne peut pas dire autant pour les parents d'élèves qui doivent y inscrire leurs enfants. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, les responsables des écoles fondamentales publiques déplorent le manque d'affluence pour l'inscription des nouveaux élèves. Gabriel Keita a fait le tour de quelques établissements scolaires. Suivons son compte rendu. Jusqu'à preuve du contraire, la rentrée scolaire 2024-2025 est fixée par les autorités éducatives au 1er octobre 2024. Et depuis plus d'un mois, les administrations des écoles ont pris des dispositions pour l'inscription des nouveaux élèves. Mais hélas, à quelques jours de la rentrée, l'affluence n'est toujours pas au rendez-vous dans les établissements scolaires que nous avons passés pour faire le constat. Donc nous avons commencé l'inscription, mais pour le moment, les parents d'élèves viennent très timidement. Vraiment, cette année, vraiment, l'affluence, il n'y a pas d'affluence. Cette situation est due à beaucoup de problèmes. Parce que nous avons constaté que, avec les fortes pluies, la plupart des parents ont fait le déplacement. Mais généralement aussi, les inscriptions, généralement c'est le jour de la rentrée. Hein. À 2 jours de la rentrée, il y a des parents aussi qui ne se pressent pas de venir inscrire leurs enfants. Les jours de la rentrée, c'est la raison pour laquelle je fais les jours de la rentrée, nous ne parvenons pas à travailler. Les enfants ne parviennent pas à travailler. Parce que la plupart des parents, c'est ce jour-là une semaine après la rentrée que la plupart des parents viennent inscrire leurs enfants. Donc ça joue beaucoup vraiment sur le déroulement des cours. Bon, les inscriptions se poursuivent. On a commencé depuis quelques semaines. Bon, quand même, l'affluence est réduite et l'affluence n'est pas comme les autres années. Quand même, ça continue. Malgré les efforts des autorités scolaires pour la prise en charge rapide des élèves au sein des établissements, par négligence des parents, nombreux sont les élèves qui commencent l'année scolaire en retard. Pour nous faciliter la tâche, vraiment, c'est de dire aux parents, dire au CGS, au comité de gestion scolaire, vraiment du quartier, de sensibiliser les parents, que les inscriptions se font du 1er septembre au 30 septembre. Vraiment qu'ils leur disent en même temps que le jour de la rentrée n'est pas le jour des inscriptions. Vraiment, chaque année, nous sommes confrontés à ce problème. Voyez-vous, nous sommes là 1 mois pour faire les inscriptions. Voilà. C'est cet appel que j'ai lancé aux parents d'élèves. Vraiment qu'ils fassent vraiment ce changement de mentalité. Malheureusement, cette situation persiste dans les écoles fondamentales publiques depuis des années. Et c'est toujours les administrateurs de ces établissements publics qui sont débordés par la gestion de ces dossiers de dernière minute durant la première semaine de la rentrée. Un changement de comportement est vraiment nécessaire pour le bien des élèves. En ce dernier virage de la rentrée scolaire 2024-2025, les préparatifs vont bon train et c'est la ruée vers les sacs d'écoliers et les fournitures. Sur le marché, les prix sont différemment perçus par les parents d'élèves et évoluent en fonction des qualités des marchandises. Alamako Djemati, Matala Ouattara, reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, les marchés sont pris d'assaut par les vendeurs de sacs et de fournitures scolaires. Le grand marché de Bamako atteste à ces constats et des vendeurs font de bonnes affaires. Nous avons tous les modèles de sacs. En cette veille de la rentrée scolaire, et il y a affluence. Mais le problème est que tout le monde veut de la bonne qualité, mais personne ne veut mettre le moyen. Le prix des sacs varie de 3 000 francs à plus de 20 000 francs. Chaque année, nous vendons tout ce dont un élève peut avoir besoin pour passer une meilleure année scolaire et même il y en a pour les professeurs aussi. Dieu merci, les clients commencent à venir maintenant, sinon on avait peur pour le marché de cette année. À certains niveaux, le marchandage est très tendu entre clients, parents d'élèves et les vendeurs. Cette année, les sacs sont vraiment chers. Imaginez le moins cher qui est de bonne qualité commence à 9 000 francs CFA. Nous, en tant que parents, nous avons beaucoup de soucis actuellement.
Pour certains parents d'élèves, il n'y a pas de différence entre les prix de l'année passée et celui de cette année. J'ai eu ce que je veux. Comparé aux années précédentes, cette année, j'ai eu les affaires de mes enfants moins chères. Je conseille aux vendeurs de réduire le prix des marchandises. À Caille, le torchon brûle entre le collectif des syndicats des enseignants de l'IFM et le conseil régional de la localité. En effet, le collectif des syndicats des enseignants de l'IFM est inquiet des conditions difficiles de travail à quelques jours de la rentrée scolaire. Dans une lettre adressée au conseil régional, le collectif exige la réhabilitation de l'IFM. De son côté, la collectivité régionale rassure que des dispositions pour corriger le problème sont en cours. De quoi s'agit-il réellement? Notre reporter Michel Yao depuis Caille nous en dit plus. Dans la lettre adressée au président du conseil régional de Caille, le collectif des enseignants de l'IFM Tchema Koulibaly de Caille déplore les conditions difficiles de travail du personnel enseignant, de l'administration et des élèves maîtres. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, le collectif se dit inquiet. Il déplore qu'en entrant dans la salle des professeurs, le décor n'est point reluisant. En plus de la salle des profs, certaines salles de classe et les toilettes sont en état de délabrement, sans compter le matériel de travail comme l'imprimante dans le bureau du directeur. Pour les syndicats, c'est une situation qui perdure depuis des années et qui ne peut plus continuer, d'où la correspondance adressée au conseil régional. Nous vivons dans des situations très difficiles. Vous-même, vous avez passé tout ce temps dans les salles de classe. La salle des profs, c'est un magasin. Les toilettes, vous-même, vous avez constaté. Et à travers les images, vous allez constater, l'IFM est même dans l'oubliette. Et je peux même assurer, en tant que coordinateur régional aussi, tous les établissements qui relèvent du conseil régional sont dans cet état. De son côté, le conseil régional se dit être au courant de la situation, mais point de on a soumis la question à la session, parce que ce n'était pas dans le suivi de planification. La session a autorisé la réhabilitation de l'ensemble de ces établissements. Donc, le processus ici étant que nous, il faut d'abord finir carrément avec les études. Après avoir fini avec les études, il faut déjà commencer à lancer le processus de passation des machines. Donc, ici, le truc a pris un peu de temps, puisque les trois établissements, les travaux sont un peu complexes. Pour qui parle de réhabilitation, ça veut dire, à vrai dire, rénover. Parce que quand tu réhabilites, il faut vraiment que la chose paraisse plus jolie, plus adaptée, plus adéquate en cas de vie. Donc, c'est ce qui a fait que les travaux ont pris un peu de retard, parce que le processus est un peu long, il faut l'admettre. Aujourd'hui, les travaux doivent commencer. Même si le temps est monté d'un cran, les deux parties se disent ouvertes au dialogue pour trouver une solution négociée à la situation. Nous sommes vraiment dans des conditions très difficiles pour démarrer l'année scolaire. Donc, je demanderai un peu plus d'indulgence à la population. Ceux qui font de telles correspondances, qui se déplacent personnellement, ce sont nos collaborateurs directs. C'est les enfants doivent partir, mais ils vont rester. On doit collaborer tout le temps. Donc, s'il y a de tels trucs, c'est pas bien que les gens en fassent des sujets de polémique. En attendant, le collectif des enseignants de l'IFM menace d'utiliser tous les moyens légaux pour obtenir le bien-être de ses membres à travers des conditions idoines de travail. De son côté, le conseil régional annonce que les travaux pourraient démarrer d'ici à la fin du mois. Reste à savoir si cette promesse sera suffisante pour permettre une rentrée des classes apaisée. Restons toujours dans le milieu scolaire. La 3e édition de la journée de l'excellence de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro a eu lieu ce jeudi 26 septembre 2024. Il s'agissait à travers cette journée de célébrer et de récompenser les meilleurs élèves des examens de fin d'année de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du lycée sportif Ben Oumarsi de Kabala en présence des acteurs scolaires de l'Académie. Depuis sa création, l'Académie d'enseignement de Kalabankoro organise une journée d'excellence pour honorer ses meilleurs élèves des examens de fin d'année. Cette année, l'occasion était bonne pour le directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro pour faire le bilan des résultats de son académie avant de féliciter les lauréats pour leur succès. Au DEF, nous avons eu un taux de réussite de 56,81%. Au bac, on a eu 29,47%. Au CAP, on a eu 43,02%.
Au BT1, nous avons trouvé 32,05% et au BT2, nous avons trouvé 72,85%. Ces taux ont dépassé le taux national. La première nationale au baccalauréat malien a remercié les organisateurs pour cette initiative en leur honneur. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude au directeur de l'académie et tout son département, au ministre de l'Éducation nationale, à l'établissement, à mes professeurs, au proviseur, le censeur, le surveillant, ainsi que mes parents. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale ainsi que la présidente de l'Association des promotrices d'écoles privées du Mali ont salué les efforts des soldats de l'éducation, les parents et invitent les enfants à redoubler d'efforts pour les nouvelles aventures qui les attendent. Les enfants, la nation compte sur vous, le pays compte sur vous parce que l'avenir d'une nation, ce sont ses enfants. Je vous dis courage, au nom du ministre de l'Éducation nationale. Nous saluons tous ceux qui sont investis pour atteindre les résultats auxquels nous sommes parvenus. Nous célébrons cette journée avec l'Académie. L'Académie de Kalabankoro est à féliciter sur plusieurs plans parce qu'il encourage non seulement les enfants, les enseignants, mais aussi les partenaires qui nous sommes à attacher la ceinture davantage pour une éducation de qualité. Nous sommes là, non seulement nous sommes promotrices, nous sommes des mamans infatigables qui vont accompagner coûte que coûte, vaille que vaille, l'administration scolaire pour l'avenir de nos enfants. Pour cette troisième édition, les lauréats étaient au nombre de 25 issus de différentes classes d'examen et ont reçu des attestations de reconnaissance et divers cadeaux. Les lauréats du prix Orange d'entreprise sociale sont connus depuis hier. Le premier prix national est attribué à Bintou Doumbia, promotrice de l'entreprise Manounou, qui forme et met en relation les nounous et les parents. En plus d'un soutien financier, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement technique d'Orange Mali. Maliki Diallo a assisté à la cérémonie de remise pour un nouveau télé. Suivant. Agribio Mali, Manounou, Joli et Cycle M sont les trois projets primés sur les 143 candidatures reçues. Ces projets ont été sélectionnés sur la base de trois principaux critères. On a voulu voir l'innovation dans chaque projet, ce qui était vraiment des critères qu'il fallait obligatoirement faire ressortir. Il fallait aussi faire ressortir l'aspect environnemental et aussi l'utilisation du service ou du produit par la population, ce qu'on appelle la pertinence du projet. Bintou Doumbia a remporté le premier prix avec son projet Manounou, qui est une plateforme numérique pour connecter directement les parents à la recherche de services de garde avec les nounous qualifiés et vérifiés dans leur région. Le deuxième prix est attribué à Smaïla Abdoulaye Diarra, promoteur de Joli, une plateforme solidaire qui révolutionne le don de sang au Mali en mettant en relation donneurs et personnes dans le besoin. En fait, ce sont des jeunes filles diplômées sans emploi que nous recrutons. Nous leur donnons une formation de garde d'enfants qui les permettent aussi d'apprendre les enfants, de faire des activités ludiques pour développer les capacités intellectuelles des enfants, leur bien-être, leurs soins à la maison, en absence des parents. En constatant en fait chaque décès et les SOS sur les réseaux sociaux, et donc on a décidé de créer une application totalement digitale qui permet de trouver des donneurs de sang en 3 minutes, des donneurs de sang compatibles, disponibles et à proximité. Les lauréats nationaux sont automatiquement inscrits pour le prix international qui récompense les meilleures startups des 17 filiales de Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Nous sommes à la 14e édition. Le programme n'a qu'une philosophie. Les technologies de l'information et de la communication doivent être au service du bien-être de la population. C'est pourquoi ce prix récompense des startups qui font usage des TIC dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'environnement, de l'entrepreneuriat, etc.
Le ministre de l'économie numérique et de la communication a félicité les lauréats et demandé à les accompagner. Donc je voudrais vraiment féliciter les 4 lauréats et leur dire que leurs projets sont vraiment très pertinents et très nécessaires. Et je souhaite qu'Orange leur donne tout l'accompagnement nécessaire afin qu'ils puissent avoir d'autres succès. Et je leur souhaite bonne chance aussi dans leurs compétitions futures. Le prix Orange d'entrepreneuriat social ouvre la porte à beaucoup d'opportunités. Fin de ce journal, ne quittez surtout pas juste après moi la version Bambara du journal avec Adèle Samake dans l'émission Les Essais. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h, toujours sur la même chaîne. Si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, il faut avoir peur d'elle. Proverbe africain, à très bientôt.